Alors, notre conférence a pour titre Protéger la planète, nourrir ses habitants. Or, le projet actuel d'accord de la conférence de Paris sur le changement climatique ne traite plus de la question de la sécurité alimentaire. Donc, notre sujet tombe un peu à l'eau. Le pape François dit que la faim est un crime et l'alimentation un droit inaliénable. Comment nourrir 9 ou 10 milliards d'habitants dans un environnement dégradé alors qu'aujourd'hui on n'arrive pas à en nourrir 7? Voilà la question que je pose à Marc Dufilly. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Oui, alors en fait il y a une double question. C'est pourquoi on ne met pas la sécurité alimentaire et en définitive l'agriculture à l'agenda des solutions de la COP21. C'était bien la première question. Puis il y en avait une deuxième sur laquelle je vais m'attarder un peu plus. Sur la première, c'est vrai, je trouve ça absolument dramatique. Nous sommes en train de négocier à travers la COP21 en principe des mesures destinées à éviter un réchauffement climatique exagéré. Et vous savez que face, donc pas plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui va être très difficile à obtenir. Et éventuellement, donc, dans la négociation, l'idée sera d'éventuellement de financer, notamment dans le Sud, dans les pays qu'on qualifie autrefois du tiers-monde, des interventions qui seraient à même d'aider les agriculteurs, les paysans, à s'adapter au réchauffement climatique, à savoir pas seulement un réchauffement climatique global, mais à des accidents climatiques qui vont être à la fois plus accusés et plus nombreux, plus fréquents, donc des inondations beaucoup plus torrentielles et fréquentes, des canicules aussi plus violentes, mais aussi très fréquentes, des cyclones en Haïti plus fréquents et plus violents, donc de s'adapter, et y compris éventuellement de financer des techniques, de financer des pratiques qui permettraient aussi à ces agriculteurs et à ces paysanneries d'atténuer ce réchauffement climatique en émettant moins de gaz à effet de serre, dont éventuellement on reparlera, le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote. Et là, brutalement, on vient effectivement de nous annoncer, on va voir si ça va être maintenu jusqu'au bout, que, s'il vous plaît, n'en discutez pas à la COP21, parce que si un jour on décidait de financer, de rémunérer des agriculteurs au nom de l'adaptation au réchauffement climatique et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, ça pourrait être compris comme des distorsions de concurrence, alors qu'on est en train de négocier ailleurs, avec les États-Unis, le TAFTA, TTIP, avec le Canada, le CETA, avec les pays africains, les accords de partenariat économique, les accords de libre-échange. Et si on commence à financer des agriculteurs au nom d'une considération environnementale, nous serions en train d'introduire des distorsions de concurrence par rapport à d'autres négociations qui ont lieu en d'autres lieux. Je trouve ça dramatique. Et alors, évidemment, après, ça pourrait mettre en cause l'intérêt de certaines formes d'agriculture industrielle. Alors la question globale maintenant, de savoir si on serait capable de protéger la planète et de nourrir correctement et durablement ses habitants, alors la réponse, elle est oui. Si aujourd'hui, sur les 7 milliards 300 millions déjà, que nous sommes aujourd'hui, il y en a 800 millions, entre 800 millions et 1 milliard de gens qui ont faim, ça n'a rien à voir, sachez-le, avec une insuffisance de nourriture à l'échelle mondiale. La nourriture est surabondante, mais vous avez des gens pauvres qui ne parviennent pas à l'acheter, cette nourriture qui est disponible. Pour nourrir correctement un habitant, vous le savez sans doute, il faut correctement, j'allais dire sans carence nutritionnelle, produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an, ou son équivalent en pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. La production mondiale, elle est déjà de 330 kilos de céréales ou d'équivalent. Donc il y a 130 kilos excédentaires. Si des gens ont faim dans ce monde, c'est pas qu'on manque de nourriture, c'est parce que les gens sont trop pauvres pour l'acquérir. C'est le pouvoir d'achat, en termes monétaires, qui fait la pauvreté et la malnutrition. C'est vrai, des gens qui fréquentent chez nous les restaurants du cœur, le secours catholique, le secours populaire et autres. C'est vrai au Brésil,
des gens des bidonvilles qui ne parviennent pas à acheter un soja, un maïs, une viande qui est produite au Brésil, mais qui est exportée comme alimentation du bétail chez nous, le soja par exemple, et c'est la pauvreté de gens là-bas qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui pourtant existe chez eux. Et puis c'est vrai aussi au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, des gens qui sont trop pauvres en produisant par exemple du café et du cacao ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation qui pourtant existe et qui est davantage produite, vous le savez, dans les pays du Nord. Donc c'est déjà, première chose, ne l'oubliez quand même pas, que le problème de la faim et de la malnutrition, c'est d'abord un problème de répartition inégale des revenus, des gens qui ne peuvent pas acheter une nourriture, et cette nourriture, elle va dans 3 directions, vous le savez sans doute. Un, il y a des gens riches qui gaspillent, ils achètent, et ils ne terminent pas dans leur assiette. Ils achètent, c'est au frigo, la date de péremption est passée, mais on met à la poubelle sans même avoir déballé. Regardez les cantines, ce qu'il en reste parfois. Regardez aussi parfois certaines grandes et moyennes surfaces qui jamais lisent systématiquement les produits dès que la date de péremption est passée. Ça sert aussi à nourrir des cochons, néerlandais, bretons ou autres. Le maïs et le soja brésilien qui échappent à des paysans ou à des gens dans les bidonvilles brésiliens qui n'ont pas les moyens d'acheter cette nourriture, elle est achetée parce que nos cochons, alors je ne dis pas sont solvables, mais nos usines d'aliments du bétail sont solvables parce qu'il y a des gens riches qui sont capables de manger de la viande en abondance. Et le plus inquiétant, je ne vous cache pas aujourd'hui, c'est quand même l'éthanol, l'agrodiesel et la nourriture qui échappe à des pauvres, parce qu'ils sont trop pauvres, et qui sont achetés par des usines pour fabriquer de l'éthanol et de l'agrodiesel pour donner à boire à nos voitures. Donc, c'est bien un problème d'inégalité de revenus à l'échelle mondiale. Par contre, ce qui est clair, c'est que les pauvres qui ont faim aujourd'hui, entre les 2 tiers et les 3 quarts, c'est des paysans, et entre le dernier quart et le dernier tiers, c'est des gens qui sont dans les bidonvilles, mais dont les parents étaient paysans et qui ont quitté l'agriculture. Et vous savez pourquoi? Parce que concurrencés par nos exportations de poudre de lait, de poulet bas de gamme, de sucre et de céréales à peine panifiables. C'est-à-dire que l'excédent de chez nous, que nous bradons à vil prix, sachant que nous, on est motomécanisés, nous contribuons à ruiner les agricultures des gens qui là-bas travaillent à la main. L'exemple que je donne tout le temps, c'est 2 sacs de riz se vendent au même prix sur le marché mondial. Dans l'un des sacs, la paysanne malgache a repiqué le riz, le dos courbé dans la rizière à la main. Chez nous, on sème évidemment au semoir rotatif en Camargue et on récolte à la moissonneuse-batteuse. Elle, cette femme, elle récolte à la faucille. Eh bien, ces 2 sacs de riz qui vont se vendre au même prix sur le marché mondial, c'est-à-dire la femme malgache qui, pour acheter des produits de première nécessité, va devoir vendre une partie de son riz sur le marché Tananarive, et ben elle va devoir se vendre son sac de riz de 50 kg au même prix que le sac d'à côté. Alors les sacs d'à côté, il y en a de Thaïlande, il y en a de Vietnam, il y en a de Camargue, il y en a de l'Arkansas. Tous ces sacs de 50 kg se vendent au même prix, à peu près, hein, quantité égale, à qualité à peu près égale, à peu près au même prix. Mais dans l'un des sacs, sachez-le, il y a 200 fois plus de travail agricole, de repiquage à la main, que dans le sac en provenance de Camargue ou de l'Arkansas. C'est-à-dire que pour avoir accès à des produits de première nécessité, elle accepte un revenu 200 fois inférieur à celui de son concurrent en Camargue ou dans l'Arkansas. Il y a des agriculteurs en difficulté en Camargue. Pourquoi, comment voulez-vous que quelqu'un qui va accepter une rémunération 200 fois inférieure puisse acheter ses produits de première nécessité, nourrir la famille, épargner, investir, avoir accès à l'attraction animale, acheter une charrette, produire du fumier, fertiliser la rizière? Réponse, excusez-moi, impossible. Si on veut comprendre y compris les mouvements migratoires à l'échelle mondiale massifs, qui sont d'abord sud-sud pour l'essentiel, et si on veut comprendre pourquoi des gens, les moins pauvres des pauvres, ceux qui arrivent à payer des passeurs, tentent de traverser le désert libyen et la Méditerranée, sachez que la cause de la pauvreté et de la misère dans les pays du Sud, elle a une origine. Nous exportons, pas seulement nous, hein, les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, l'Europe, mais les pays du Nord exportent à vil prix des produits issus de cette agriculture industrielle et nous faisons le plus grand tort avec nos poulets. On ruine les basses-cours, avec notre produit au lait, notre poudre de lait, on ruine les petits élevages laitiers qui aux abords de Dakar avec 2 vaches, 2 litres de lait par vache, donnent un peu à boire à la famille, essaient de vendre le lait
et se retrouve en concurrence avec une poule de lait qui est juste à côté, évidemment, dans des conditions de productivité 200 fois supérieures. Nourrir l'humanité correctement, c'est déjà mettre fin aux inégalités de revenus et mettre fin à la ruine des paysanneries, c'est autoriser les peuples du Sud à faire ce que nous avons fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mettre des droits de douane à l'importation des produits. Alors à l'époque, nous on mettait des droits de douane à l'importation des boîtes de beurre de Nouvelle-Zélande, on mettait des droits de douane à l'importation des céréales des États-Unis. Moi je vous suggère que les peuples du Sud aient le droit de mettre des droits de douane à l'importation de nos poulets bas de gamme, de notre sucre, de nos céréales et de notre poudre de lait, quitte à ce que nous, on revoie complètement la copie et on produise peut-être moins de ce dont on est excédentaire, mais que nous reconquérions par contre en France notre autonomie, sinon notre autosuffisance alimentaire en protéines végétales dont nous sommes extrêmement déficitaires, le soja et le tourteau de soja transgénique en provenance du Brésil, d'Argentine et des États-Unis. Et quand il m'arrive aux États-Unis de dire nous devrions, nous, Français, produire des protéines françaises, produire des animaux français, sur un territoire français, et avec des légumineuses françaises qui intercepteraient l'azote de l'air français pour fabriquer des protéines, les Brésiliens me disent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, pour nourrir nos volailles, pour nourrir nos vaches avec du soja, alors que là-bas, eux, Brésiliens, ils préféraient nourrir des Brésiliens. C'est tous les peuples du monde qui auraient intérêt à produire chez eux les produits alimentaires de première nécessité dont ils ont besoin sans avoir à dépendre de l'importation de l'étranger. Là, au moins, il y a unanimité. Les peuples du monde pourraient être unis sur le fait qu'il nous faut relocaliser nos agricultures pour les besoins prioritaires des peuples en valorisant au mieux les potentialités productives de leur terroir. Protéger la planète, est-ce possible? Tout en assurant que dans tous les écosystèmes, Niger compris, Mali compris, on puisse nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Excusez-moi ce petit cours d'agroécologie. Alors vous allez voir que l'agroécologie, avec Pierre Rabhi, c'est une éthique de vie. Moi, je vais vous présenter l'agroécologie comme une discipline scientifique. Je m'entends bien avec Pierre Rabhi, rassurez-vous. Nous concluons par elle, même si nous ne parlons pas pareil. Mais je voudrais juste vous présenter l'agroécologie dans son côté discipline scientifique. La discipline qui, précisément, essaye de rendre intelligible la complexité de l'objet de travail des agriculteurs, à savoir, non pas le sol, la plante, le troupeau pris séparément, mais le travail des agriculteurs, c'est en fait un agroécosystème, c'est un environnement hyper compliqué. Et toute technique agricole, un travail du sol, une protection des cultures, a une incidence pas seulement sur la plante, le troupeau, le sol, mais sur les interactions dans lesquelles il y a des abeilles, il y a des coccinelles, il y a des vers de terre, c'est hyper compliqué. Et bien l'agroécologie scientifique est en mesure aujourd'hui de vous dire, oui, il est possible, mais très largement, de nourrir alors bien plus que les 9,5 milliards d'habitants que nous serons en 2050, mais bien plus. Tout en protégeant la planète. Petit cours d'agroécologie, excusez-moi, je deviens professoral. Dans notre nourriture, nous avons besoin en priorité l'énergie alimentaire, les protéines, viennent ensuite les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants, les polyphénols, etc. Mais les deux premières nécessités, vous l'avez compris, c'est l'énergie. Nous avons besoin tous les jours dans l'alimentation de trouver l'énergie qui va nous permettre de la dépenser. Ça y est, je commence à m'agiter devant vous, je dépense de l'énergie, mais merci, en cachette, on m'a offert le repas, j'ai eu ma ration énergétique, merci, et du coup, je vais pouvoir m'agiter. Alors, cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, elle est indispensable pour retourner travailler le lendemain. On dépense de l'énergie tous les jours. Ceux des habitants qui n'ont pas leurs 2200 kilocalories par jour ont faim, c'est le ventre qui tiraille, mais c'est aussi l'incapacité d'aller retourner au travail avec la même énergie le lendemain. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'énergie que nous trouvons dans notre alimentation, elle provient du soleil. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie de rayons du soleil avant 1,5 milliard d'années. Donc, durablement, la réponse, vous l'avez, on ne va pas s'en préoccuper. L'agriculture postmoderne de demain
va devoir faire l'usage le plus intensif possible, je fais exprès d'employer le mot intensif, le plus intensif de ce qui ne coûte rien et se retrouve renouvelable, les rayons du soleil. Mais cette agriculture qui va devoir l'usage le plus intensif des rayons du soleil pour nous fabriquer la plante est capable d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. Mais ça veut dire que plus un rayon du soleil ne doit tomber à terre. Je m'explique. 1. On n'est pas obligé de bitumer les meilleures terres agricoles aux périphéries des villes pour agrandir les parkings ou rendre des moyennes surfaces. Déjà, si on évitait ça, ce serait quand même pas mal. Mais même dans nos champs cultivés, il ne faut pas que les rayons du soleil qui tombent entre deux rangées de maïs tombent à terre, sans tomber sur une feuille. C'est des rayons du soleil qui vont servir à rien. On va faire l'usage le plus intensif de ce qui coûte rien et de ce qui est renouvelable. Ce qui coûte, vous le savez, c'est l'accès au terrain. Ça, oui. Mais une fois qu'on a l'accès au terrain, couverture végétale la plus totale possible et la plus permanente possible, c'est-à-dire en toute saison, hiver, printemps, été, automne et sous les tropiques, saison des pluies, saison sèche. On souhaiterait que les rayons du soleil tombent sur des feuilles capables d'intercepter la lumière et de la transformer en énergie solaire. En énergie solaire, on va intercepter pour la transformer en énergie alimentaire. Excusez-moi. Alors cette énergie alimentaire, vous savez, ça prend le nom de sucre, ça prend le nom de lipides, le blé, la pomme de terre. En fait, ce sont des hydrates de carbone. Et vous allez me dire, mais où la plante trouve-t-elle le carbone pour fabriquer des hydrates de carbone? Dans l'atmosphère. Y a-t-il la plante, photosynthèse toujours, avec l'énergie solaire, est capable de prendre le carbone du gaz carbonique. Elle prend le carbone, elle libère l'oxygène pour nos poumons, et avec ce carbone fabrique du sucre, des lipides, de l'amidon, et plus tard vous allez voir des pailles, et peut-être même des résidus de racines, et pourquoi pas de l'humus, capable de séquestrer du carbone dans les sols. Alors là, je suis pour l'agriculture intensive. Si les agriculteurs peuvent faire l'usage le plus intensif de ce gaz pléthorique, qui est un gaz à effet de serre, on va en discuter à la COP21, de comment diminuer, atténuer le réchauffement climatique, diminuer nos teneurs en gaz carbonique de l'atmosphère, plus les agriculteurs seront en mesure de prendre ce gaz carbonique, fixer le carbone pour notre alimentation, puis dans les résidus racinaires et de paille, puis dans l'humus. Je suis pour l'agriculture, enfin intensive, si c'est ça, intensive, faire l'usage le plus intensif de ce qui ne nous coûte rien, en l'occurrence, c'est pléthorique. Je vais même vous dire, je proposerais qu'à la COP21, on décide de rémunérer les agriculteurs capables de séquestrer du carbone dans les sols. Pour moi, c'est un service d'intérêt général. Et quand on me dit c'est une distorsion de concurrence, je dis écoutez, non, c'est un service d'intérêt général qui mérite d'être rémunéré. Je poursuis. Pour que la plante puisse prendre le gaz carbonique, fixer le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, de la paille, des résidus de racines et de l'humus, figurez-vous, il faut que la plante transpire. Je m'explique. Le gaz carbonique, il faut qu'il rentre dans la plante. Et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, on transpire. Nous, tous les jours, on transpire, on sue. Par les pores de la peau, on a des petits trous dans la peau par lesquels nous transpirons. La plante, on appelle ça des stomates, ce n'est pas le nom, mais pareil, elle transpire et il y a des orifices par lesquels l'eau s'échappe. La grande différence entre nous et la plante, c'est que nous, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, on transpire davantage et on doit boire tout de suite, sinon on meurt. La plante, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire, sauf que si elle ne trouve pas assez d'eau pour boire, c'est-à-dire pas assez d'eau dans le sol, elle arrête de transpirer pour conserver son eau, ne pas se dessécher, résister au stress hydrique, c'est comme ça qu'on parle. Ça peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, j'en conviens, rarement plusieurs mois. Il y a quelques plantes qui parviennent à résister plusieurs mois sans transpirer. Mais pendant ce temps-là, la plante, pour conserver son eau, cesse de transpirer en fermant les orifices. Le problème, c'est que quand elle ferme les orifices, elle ne peut plus prendre de carbone. Vous l'avez vu, le champ de maïs. L'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, ça ne sert pas à grand-chose. On sème le maïs au mois d'avril, entre les rangées, les rayons du soleil tombent entre les rangées, ça ne sert pas à grand-chose. Et quand le maïs recouvre la totalité du sol,
malheureusement, ça cesse de transpirer, ou alors on est obligé d'irriguer nappe phréatique. Donc il faut que l'eau s'infiltre dans le sol. Je crois que je vais devoir terminer mon petit cours d'agroécologie très vite. Oui, tu m'avais dit que tu me donnerais 5 minutes, mais je vais aller donc un peu plus vite. Il faut que l'eau évite de ruisseler, il faut qu'elle s'infiltre. On pensait labour, aujourd'hui on pense vers de terre. Il faut que l'eau reste à disposition des racines. C'est l'argile et l'humus qui va retenir ça. Il faut fabriquer de l'humus. L'humus, c'est du carbone et de l'azote. L'azote, on en a besoin dans les protéines. L'azote, on le trouve dans l'air. Et il y a deux façons d'avoir des protéines dans notre alimentation. Soit vous mettez des engrais azotés de synthèse, très gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est pas la protection de la planète, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium. Soit vous mettez dans les sols les plantes de la famille des légumineuses, des luzernes, des trèves, des sainfoins, des lotiers, des pois fourragers pour notre alimentation, des lentilles, des fèves, des haricots, des petits pois, des légumes secs. Et cette plante est capable d'intercepter l'azote de l'air, de le raccrocher aux hydrates de carbone, de nous fabriquer des protéines, de fertiliser le sol, qui fait que même la betterave, même les plantes qui ne sont pas de l'ordre des légumineuses, auront une fertilisation azotée par la voie biologique, sans avoir besoin d'engrais azotés de synthèse. Engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile et très émetteur de protoxyde d'azote. La principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est pas le méthane des éleveurs, c'est le protoxyde d'azote. Alors après, je vous raconterai un jour les éléments minéraux, si vous voulez, le calcium, etc. C'est les arbres qui vont aller chercher la profondeur, les mettre dans les feuilles. Quand la feuille morte va tomber, ça va fertiliser la couche érable. Mais je voulais juste vous dire un truc. Produire, faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables, être très économe en énergie fossile et ne pas employer d'agrotoxiques pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, si nous avions plus grande égalité de revenus à l'échelle mondiale, alors sachez-le, si la question n'était que technique, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Oui, c'est parfaitement possible de protéger sa planète, de protéger la planète et de nourrir correctement et durablement ses habitants. Ne désespérez pas, les solutions techniques, elles existent, c'est scientifiquement prouvé.